premier module, c'est la généralité sur la subvention du FED. Et les différentes notions que nous allons aborder dans cette généralité, c'est la définition de la subvention. Nous allons parler des obligations du bénéficiaire. Nous allons parler des procédures, des exécutions financières du fonds FED, et nous allons parler des caractéristiques d'une subvention. Donc, ces 4 notions dont je viens de parler, nous allons l'aborder avec dans les groupes de travail. Nous allons vous distribuer des cartes métaplans de différentes couleurs, 4 métaplans de différentes couleurs, et vous allez attribuer à la carte jaune la définition de la subvention, à la carte couleur bleue les caractéristiques d'une subvention, à la carte couleur verte les obligations du bénéficiaire que nous sommes. Et la 4e carte, nous allons mettre dessus les procédures, les principes d'exécution, j'allais dire, les principes d'exécution du fonds européen. Voilà en gros la manière dont nous allons procéder dans le groupe. Nous allons finir d'aborder ces 4 notions en groupe, et après ça, nous allons faire la synthèse et arrêter par rapport à chaque notion ce qu'il faut retenir définitivement ici. Les travaux de groupe sont achevés. Nous allons demander à chaque rapporteur de groupe de venir afficher le résultat de leurs travaux. Et le groupe 1, c'est de quel côté ici? Alors vous dites à votre rapporteur chargé de présenter le travail que vous avez fait en groupe, de venir cocher. Cocher bien sûr en présentant. En présentant? Oui. D'accord. Mais il n'y a pas de... C'est ici. C'est ça qui est... C'est déjà là. Ok, c'est bon. Ah, d'accord. Ok. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Le groupe 1 vous présente... À votre attention, s'il vous plaît. Vous présente sa proposition de définition de la subvention. Alors, au niveau du groupe 1, nous avons défini la subvention comme une aide accordée par l'État ou autre organisme pour la réalisation d'un projet. Bon, en termes de caractéristiques, pour la subvention, nous avons proposé comme caractéristique qu'une subvention peut être un don, un legs, un prêt, et que nous avons ajusté que la subvention est caractérisée par un protocole d'accord qui comporte une durée, un montant, l'activité et la source de financement. Et comme obligation, le groupe 1, toujours, a proposé comme obligation de respecter le protocole d'accord. Alors, de façon générale et de façon détaillée, à l'intérieur de ce protocole d'accord, il y aura à respecter les procédures d'utilisation de la subvention et la production des rapports techniques et financiers dans les délais. Et maintenant, en termes de principe d'exécution des ressources, nous avons mis comme principe la transparence.
la documentation et l'archivage. C'est tout simplement ce que nous avons trouvé comme principe. Je vous remercie. Peut-être les commentaires sont pour tout à l'heure. Voilà les résultats du groupe numéro 1. Nous allons quand même les encourager. Merci. Nous demandons au groupe numéro 2 d'envoyer le rapporteur du groupe pour venir afficher leurs résultats. Merci beaucoup. Au niveau du groupe 2, pour ce qui concerne la définition de la subvention, d'abord de façon étymologique, en latin ça veut dire secourir, venir en aide. C'est ce que le groupe 2 a retenu. Autre définition, c'est tout type d'aide octroyée par un organisme, État, collectivité locale ou ONG, PTF au profit d'une structure pour mettre en œuvre une action. C'est ce que nous avons retenu au niveau du groupe. En termes de caractéristiques d'une subvention, nous avons retenu que c'est non remboursable à condition que les cahiers de charges soient respectés. Non commercial, limité dans le temps et dans l'espace. Pour ce qui concerne les obligations, nous avons retenu deux. La première, c'est respecter le contrat. Et deux, respecter aussi les procédures. Maintenant, au niveau des principes d'exécution des ressources faites, nous avons retenu que dans un premier temps, il faut la transparence. Et deuxième niveau, respect du genre. Troisième, inclusivité, c'est-à-dire impliquer les personnes handicapées et autres groupes sociaux. Et dernier point, la responsabilité. C'est ce que nous avons retenu au niveau du projet. Je vous remercie. Merci sur l'applaudissement pour la compagnie. Le groupe numéro 3. Alors, au sein du groupe numéro 3, nous avons, au niveau de la définition, définir ceci. C'est une aide financière et technique accordée par l'État ou des organismes internationaux dans le cadre de l'exécution d'une action en direction d'une communauté. Quelques caractéristiques de la subvention. C'est la nature de la subvention financière, technique, le montant et la durée. C'est ce que nous avons retenu dans le groupe. Les obligations, assurer la gestion efficiente et efficace des ressources financières, matérielles et humaines. Envoi des rapports à bonne date.
Alors, les principes d'exécution. La rédaction des TDR. Excusez. D'abord, la transparence et la clarté des dépenses. Le respect des lignes budgétaires. La rédaction des TDR et budget pour chaque activité. Rapport financier et technique de chaque activité. Non-compensation des lignes budgétaires. Le respect du manuel de procédure des passations de marché. Maintenant, nous avons le groupe numéro 4 pour vous présenter son résultat. Et là, je reviens pour votre encouragement. Je vais faire comme ceci. Ça peut aller. Oui. Pour le premier point, la définition, c'est une contribution financière directe pour la mise en œuvre d'une action d'intérêt général. Ça, c'est une définition. Caractéristiques. Elle doit être non remboursable, elle respecte une échéance, elle est régie par les règles de gestion, et ça doit avoir un objectif et c'est un but non lucratif. Troisième point, les principes d'exécution. Il faut une bonne gestion, le respect des procédures et la réalisation des objectifs de la subvention et la réduction du coût. Point, les principes d'exécution. Il faut une distinction entre l'ordonnateur et le comptable. Élaborer des TDR pour chaque activité à exécuter. Prévoir un plan de communication et de visibilité pour la subvention. Donc, c'est tout. Merci. Voilà de façon ramasser les résultats de chaque groupe sur les différentes notions que nous avons abordées. Alors, si nous prenons par notion, nous avons la définition. Une première définition qui parle de la subvention est une aide. C'est une aide donnée par un État, un bailleur de fonds, une structure. Tout le monde est d'accord que c'est une aide. Nous avons dans vos définitions que c'est une aide qui n'est pas remboursable. C'est non remboursable. On retrouve aussi dans les définitions, c'est une aide, mais pour mener des actions à but non
lucratif. Donc, on nous octroie des subventions pour mener des actions, mais pas pour faire de profit sur la réalisation des activités que nous menons avec cette aide-là. Nous avons au tableau aussi que c'est une contribution financière directe pour la mise en œuvre d'une action d'intérêt général. Selon vous, dans les différentes définitions, c'est une aide donnée par une structure à but non lucratif. Qu'est-ce qui manque dans votre, après avoir affiché vos résultats, selon vous, qu'est-ce qui manque dans cette définition? Nous avons reçu les subventions, nous tous. Dans le document d'élaboration de nos projets, on a parlé de la contribution. Le bailleur va financer vos actions. Qu'est-ce qui manque? Qui peut me dire ce qui manque dans les différentes définitions qui sont au tableau? Non, si quelqu'un veut parler, la personne fait le doigt. Voilà, je vous donne la parole, madame. Oui, je dirais qu'il manque l'apport du bénéficiaire. Très bien, un bon pour madame. On va comme ça. Ça peut aller? Un très bon banc pour madame. Voilà. La subvention, c'est un don qui a été donné à la structure, qui a but non lucratif, mais il y a le cofinancement qui est exigé en matière de subvention. C'est pour des cas rares que le bailleur donne l'intégralité d'une subvention à une structure. Donc, la subvention fait toujours appel à un cofinancement. Le plus petit que cela soit, c'est toujours un cofinancement, une contrepartie qu'on demande à la structure bénéficiaire de cette subvention. Alors, dans le cas du FED précisément, nous avons dit que c'est mener une action, on nous octroie une subvention pour mener des actions. Mais dans notre cas, de façon spécifique, c'est de mener une action qui s'inscrit dans les politiques de l'Union européenne, surtout. Mener une action qui s'inscrit dans les politiques de l'Union européenne ou bien dans le cadre des accords de l'ACP et Commission européenne. Voilà un volet que vous avez oublié. On ne va pas prendre l'action, la subvention de l'Union européenne pour mener des actions qui ne rentrent pas dans le cadre de ce que l'Union européenne s'est fixé comme objectif en intervenant dans nos différents pays. On est tous d'accord. Donc nous sommes tous d'accord en gros qu'une définition, la subvention, c'est une aide ou un paiement direct, un don, bien sûr non remboursable. Mais cela ne veut pas dire que non remboursable là, on l'utilise comme on le veut. Nous sommes d'accord, tout le monde est d'accord avec moi. Donc on doit retenir aujourd'hui que la subvention de l'Union européenne que nous avons reçue, c'est pour mener une action à but non lucratif, d'accord, et pour amener des actions qui rentrent dans le cadre des objectifs de l'Union européenne. C'est une action qui fait toujours, une aide du moins, qui fait toujours appel à un cofinancement. On est tous d'accord. Ça peut y aller. Donc on n'a pas besoin d'un document pour garder qu'une subvention, c'est un don, c'est une aide, c'est un paiement direct attribué par l'organisme ou bien le bailleur de fonds à une structure pour mener des actions en vue d'atteindre des objectifs, mais qui rentrent dans le cadre des politiques de l'Union européenne ou dans le cadre de l'accord entre le Bénin, précisément notre cas, et la Commission européenne. Ça peut aller. Si je dis ça peut aller, la fête comme ceci seulement, là je sais que c'est bon. Si ça ne va pas, la fête comme ceci. Ok? D'accord. Nous allons aborder la deuxième notion qui est quelques caractéristiques de la subvention. Et nous avons dit, les groupes ont dit de façon différente que c'est un prêt non remboursable, avoir un objectif à but non lucratif, et puis encore non commercial limité dans le temps et l'espace. C'est vrai, pour mener une subvention, quand nous avons une subvention, c'est pour mener une action qui est limitée dans le temps. Ce n'est pas une action pour des durées indéterminées. Voilà. Alors, peut-être que quand nous avons commencé par parler, il y a des gens qui ont encore
d'autres idées qui n'ont pas dit dans les groupes là, s'il y a des gens qui ont encore d'autres idées pour compléter, je voudrais vous inviter à nous donner encore autre chose que vous avez pensé après avoir fini vos travaux de groupe. C'est parti. Qui veut ajouter? Personne? Si je dis personne, si c'est personne, faites comme ceci. Là, je serai les groupes dans lesquels personne ne veut encore ajouter quelque chose à ce qu'ils ont dit déjà. Voilà. Oui. Oui. Généralement, c'est financier. C'est une aide financière. Donc, toute subvention doit être financière. Une subvention est toujours financière. La subvention, c'est un montant, un paiement direct qu'on donne, ce n'est pas un atout. Le bailleur de fonds ne donne pas une subvention pour mener une action en nature. Vous comprenez? C'est de l'argent. Même si on vient de donner quelque chose, c'est de l'argent, oui ou non? C'est de l'argent, c'est une aide financière, c'est un paiement direct dans le cadre que nous sommes maintenant. Voilà. Oui. Vous parlez de subvention d'équipement. La subvention d'équipement, c'est de l'argent qu'on a pris pour acheter cette subvention d'équipement. Et les cas où on donne des subventions de fonctionnement et autres, là, c'est des cas spécifiques. Ce dont nous parlons ici maintenant, c'est une subvention qui nous est octroyée pour mener nos activités afin d'atteindre les objectifs qui rentrent dans le cadre de l'Union européenne. La subvention, c'est un paiement direct, c'est une subvention financière, c'est un paiement direct qui nous est attribué pour mener des actions. Dans nos différents contrats, est-ce qu'on a mis dans nos différents contrats qu'il y aura que c'est des équipements? Là où on donne des subventions caractérisées par des équipements, c'est là où il y a des problèmes. Par exemple, des cas spécifiques où il y a quelque part où, comment dirais-je, les hôpitaux. Hein? Les hôpitaux, et même si on le dit, on donne le montant des équipements qu'on a attribués. Oui ou non? Oui. Nous sommes dans le cas où il y a assainissement, il y a ça, où ce sont des, comment dirais-je, des équipements qu'on nous donne. La subvention, c'est une aide financière. C'est une aide financière, c'est un paiement direct attribué à une structure pour mener des actions en vue d'atteindre un objectif, mais qui rentre dans le cadre de l'Union, de la politique de l'Union européenne. Comprenons ça de cette manière pour le cas où nous sommes. Ça peut aller? D'accord? Oui? Quelle est la différence entre aide multilatérale et aide bilatérale? Quelle est la différence entre aide multilatérale et bilatérale? Alors, je vais demander aux participants, qu'est-ce que vous ne comprenez pas aide multilatérale et aide bilatérale? Qui a une idée de ça? Moi, je peux dire qu'une aide bilatérale met en jeu deux personnes morales bien physiques. Une aide multilatérale met en jeu plusieurs personnes. Ça peut aller? Quand on dit une aide multilatérale, c'est entre deux, j'allais dire structures. Bilatérale, c'est entre deux structures. Mais quand c'est multi, c'est une aide où plusieurs bailleurs, plusieurs structures viennent intervenir pour assister celui qu'on veut aider. Quelqu'un a quelque chose encore à ajouter? Ça peut aller? On peut continuer sur les autres volets? Ok. Quand nous allons finir chaque notion maintenant, on va demander les questions d'abord, avant d'évoluer. C'est bon? Voilà. Donc, les caractéristiques de la subvention, comme je le disais, déjà dans la définition, on voit déjà quelques caractéristiques. Et à ces caractéristiques, on ajoute le cofinancement de celui qui reçoit la subvention. Sinon, vous voulez ajouter quelque chose en plus de ce que nous avons dit? Parce que résumé de ce que vous avez dit ici, là, c'est ça, on a résumé, et compléter ce que vous avez oublié. D'accord? Voilà. En fait, ma préoccupation, c'est-à-dire que si nous avons à définir des concepts,
est-ce que, comme dans le cadre spécifique de votre formation, est-ce qu'il faut qu'on soit vraiment conduit uniquement dessus? Parce que lui, il a posé une question par rapport à la subvention d'équipement. En fait, s'il a posé la question, ça a fait l'objet d'une discussion. On s'est dit que la discussion portée au niveau de la plénière devrait quand même permettre de dire définitivement. La subvention d'équipement, quelqu'un veut parler? Une subvention d'équipement, on a pris de l'argent pour aller acheter ces équipements et mettre à disposition. C'est une subvention d'équipement, c'est pour régler des problèmes ponctuels qui se posent à certaines structures. Ici, nous sommes dans le cadre de développement de nos communautés où nous voulons mener des actions pour les communautés, les populations cibles, pour permettre un développement, qui ne dit pas son nom, pas à 100%, au moins amorcer quelques développements dans les communautés. Nous ne sommes pas ici en train de donner une subvention d'équipement, par exemple, aux hôpitaux, comment on appelle les écoles, la juridiction. Il y a des subventions d'équipement qui se font. Oui ou non? Je viens de dire qu'il y a des équipements de subvention, mais c'est dans des cas spécifiques où on achète les équipements, ça va donner. Dans tous les cas, c'est de l'argent qui a permis d'acheter ces équipements ou tout ce qu'on va donner, on appelle subvention d'équipement. Ok? Mais nous, maintenant, nous avons reçu de l'argent. Nous allons recevoir de l'argent. Bien sûr, le papier, nous avons reçu de l'argent pour mener des actions à vue d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Dans ce cas, on ne va pas s'attarder sur les cas de subvention d'équipement et autres. Vous êtes d'accord avec moi, non? Oui. Si on peut comprendre que dans notre cas, la subvention, c'est un paiement direct qui est octroyé par l'administration contractante aux bénéficiaires pour lui permettre de mener une activité, de mener une action en vue d'atteindre les objectifs qui s'est fixés. Voilà. Madame, qu'en est-il de partenaires techniques? Parce que j'entends souvent des partenaires techniques et financiers. Voilà. Le mot même là, terre à terre, là, ça dit déjà ce que ça veut dire. On dit partenaire technique. Partenaire technique. Prenons simplement partenaire technique. Alors, qui veut me dire ce que ça veut dire partenaire technique? Non, nous sommes là pour échanger. Ce n'est pas madame qui a une notion, ce n'est pas madame qui connaît les choses. Madame même apprend de vous. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est un échange entre nous tous. Quelqu'un qui sait, on dit partenaire technique. Technique. Partenaire technique. Voilà, madame, allez-y. Moi, ce que je disais en disant que dans le cadre du partenariat technique, c'est les compétences qu'on met à la disposition de la structure pour l'accompagner dans le cadre du renforcement de capacité, l'exécution des actions. Très bien. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai. Monsieur, partenaire technique, c'est ce que ça veut dire. Ce sont des compétences qu'on met en place pour appuyer celui qui veut mener une action. C'est technique, c'est technique. Voilà. Partenaire financier. Partenaire financier, quelqu'un pour nous donner juste un peu comme ce que madame vient de faire. Partenaire financier. Oui. Le groupe 2. Le groupe 2 peut nous appuyer dans ce que nous faisons ici. Voilà. Par rapport aux partenaires financiers, on peut dire que ce sont des groupes, des organismes qui disposent des ressources pour pouvoir financer des actions données. Et ces actions, et ceux qui sont éligibles à ces actions, ce sont des structures qui ont gagné soit un projet donné pour pouvoir financer. Et qu'ils cherchent à qu'on les finance. Ok. Partenaires financiers, ce sont des structures qui apportent leur coudi, l'argent là, ils apportent l'argent pour nous appuyer dans ce que nous faisons. Oui ou non? Oui. Nous qui est notre partenaire technique et financier dans la salle ici. Je veux à haute voix. Qui est notre partenaire technique et financier dans la salle? C'est l'Union européenne qui est notre partenaire technique et financier en même temps. Technique parce que l'Union européenne met à votre disposition, bien à notre disposition des compétences pour nous accompagner comme nous sommes en train de le faire maintenant. Et il nous donne encore le financement maintenant
pour aller dans les villages maintenant appuyer nous aussi, les autres, à la réalisation des actions de développement qu'ils ont dans leur milieu. Ça peut aller? Oui. Voilà. Donc, celui qui a posé la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire partenaire technique et financier est satisfait? Oui ou non? Voilà, si oui ou non, là, il faut faire comme ceci. Là, moi, je regarde tout le monde, sauf ceux qui sont derrière là que je n'arrive pas à bien regarder. On peut continuer tout le monde, ça peut aller. Ou bien il y a d'autres questions qu'on peut aborder. Is okay? Yes. Voilà, donc par rapport à la deuxième notion, tout le monde a compris la deuxième notion maintenant. Les caractéristiques de la subvention, ça fait toujours appel à une contrepartie, toujours, même si c'est petit, il faut apporter quelque chose de bienvenu. Sinon, en dehors de ça, tout ce que vous avez dit, ça peut aller, sauf ici, c'est un don. Oui, la définition, le don, c'est déjà dans la définition. D'accord? C'est une mesure, nature de la subvention financière technique, le montant de la durée, tout ça, ça rentre dans les caractéristiques, c'est une durée donnée, c'est pas indéfini, ça s'arrête à un temps T. Nous qui sommes ici maintenant, nous sommes en train de parler, c'est la subvention qui nous a amené à parler. Quand ça a fini maintenant là, on va encore partir. On est tous d'accord avec moi, oui ou non? Voilà, je prends maintenant les obligations du bénéficiaire de la subvention. Alors il y a quelque chose que je voulais ajouter, c'est la subvention, celui qui reçoit la subvention, il est le bénéficiaire, d'accord, qui est différent des bénéficiaires finaux et de la cible de l'action, on est d'accord. Okay, nous sommes maintenant les bénéficiaires de la subvention de l'Union européenne. On peut y aller. Prenons maintenant les obligations des bénéficiaires que nous sommes. Vous avez dit qu'il faut respecter le protocole d'accord. C'est-à-dire les contrats que nous avons signés avec toutes les annexes qui y figurent, nous devons respecter. C'est notre obligation. Il faut produire des rapports techniques et financiers dans les délais. En produisant nos rapports techniques et financiers dans les délais, nous respectons le contrat qui est signé avec nous. Et il faut le faire à bonne date, tel que vous avez dit qu'il faut le faire à bonne date. Respecter, parce que dans le respect des obligations, nos différents projets, dans nos différents projets, nous avons des marchés à passer. Donc, les procédures de passation de marché de façon stricte doivent être respectées pour qu'on se dise que nous sommes en train de respecter nos obligations vis-à-vis du bailleur, vis-à-vis de celui qui nous a donné l'argent. Et puis, il faut la reddition du compte. Hein? Il faut toujours la reddition du compte par rapport à toutes les actions que nous menons. Notre obligation, c'est de rendre compte et en faisant le rapport financier, le rapport technique, en faisant les rapports trimestriels au fur et à mesure pour donner l'évolution de nos différentes actions à celui qui nous a financés. Nous sommes en train de respecter les obligations, nous sommes en train de rendre compte de nos actions à celui. Il ne faudrait pas qu'après cette formation, on s'en va, après la formation, on met en place les financements, paf, c'est fini. On continue, tout le monde, chacun fonce la tête baissée et il n'y a plus de compte rendu pour permettre aux bailleurs de suivre un peu ce qui se fait. Donc voilà, il faut respecter les obligations, il faut respecter ce qui a été mis dans les protocoles, d'accord, avec chacun de nous. Quelqu'un a encore autre chose à ajouter ou bien des préoccupations par rapport à ces obligations que nous avons mises au tableau. Et quand on dit respecter les obligations, tout ce que nous faisons, c'est en toute responsabilité. Nous travaillons de façon transparente, cohérente, respecter ce que nous avons mis dans le document et ne pas prendre l'argent, par exemple, pour aller faire autre chose que ce que nous avons conclu avec le bailleur de fonds. Tout ça, ce sont dans nos obligations. Et je vais dire, le bénéficiaire chef de file a la responsabilité de tout ce qui reste. Quand je dis tout ce qui reste, les affiliés sont là. Les entités affiliées, eux, ils ne sont pas ici maintenant, mais ce sont nos affiliés. Les affiliés sont là. Les co-demandeurs, les premiers, les co-demandeurs sont là. C'est nous, en tant que bénéficiaires, chefs de file, qui sommes responsables de la gestion de ce que les autres font. Donc, tout ce qui nous est appliqué comme condition, respect des règles et autres, nous devons les amener à faire quoi?
nous devons les amener à aussi respecter tous ces principes d'exécution, de bonne gestion, tous les contrats. Ça veut dire que si nous quittons ici maintenant, il faut quand même des réunions de briefing et autres que nous allons apporter à ces structures pour leur permettre d'être aussi dans le bain. On ne peut pas appeler tout le monde à la formation, mais nous sommes chargés, respectivement, de faire ce travail-là, dès que nous serons de retour, pour leur permettre de faire des choses qui vont entraîner des coûts non éligibles. Parce qu'en matière de coûts non éligibles, là c'est le remboursement, j'allais dire, qui suit. On a bien dit que ce n'est pas remboursable, la subvention n'est pas remboursable, ça ne veut pas s'il n'y a pas de profit dessus, mais quand ce n'est pas bien géré, quand il y a des coûts non éligibles, l'administration contractante peut demander à ce que ces coûts-là soient remboursés. Et c'est pour que nous comprenions bien ces notions que nous sommes là aujourd'hui. Parce que chacun sait, chacun reçoit déjà, chaque porteur reçoit une fonction et sait comment il gère, il y a des procédures qui vous êtes appliquées. Mais ici, dans ce cas spécifique, c'est une procédure qui demande à ce que les choses soient bien faites pour la bonne cause. Donc, voici de façon ramassée les obligations que nous avons. Nous avons des obligations vis-à-vis de celui qui nous a financés et nous avons aussi les obligations que nous allons amener les autres à faire pour nous permettre quand même d'être un bon chef de file. Parce que même si vous êtes bon chef de file et que les autres ne sont pas bons accompagnateurs, qu'est-ce qui arrive? Ce sont des coûts non éligibles qui surviennent et on le fait. Ok? Maintenant, principe d'exécution des ressources FED, Fonds européen de développement. Nous avons dit dans nos différents groupes qu'il y a la transparence. Ça, là, c'est obligatoire. Il faut être transparent. Et pour qui on parle de transparence, il faut informer par des rapports, il faut informer par des lettres. Nous voulons faire ci, ou bien nous avons fait ci. Voilà le compte rendu. Voilà la manière dont nous avons fait. Et cette manière dont vous faites là, vous devez l'impliquer aussi. Vous devez amener les autres qui sont vos co-demandeurs et affiliés à faire de cette manière. Ils doivent vous rendre compte et vous, à votre tour, vous rendez compte là, la transparence figure d'un côté à ce niveau. Vous avez parlé de la documentation et de l'archivage. Tout ça, c'est le principe d'exécution des ressources faibles. Vous avez parlé de la clarté dans les dépenses, le respect des lignes. Bon, la rédaction des TDR et budget et autres là. Ça, nous allons les sortir de ce principe d'exécution des ressources financières. Ça, à mon avis, ça ne cadre pas trop à ce niveau-là. Ou bien, qu'est-ce que vous en pensez? Chers participants. Ok, donc voilà, de façon ramassée, là où il y a des TDR, nous allons les sortir. Là où il y a distinction entre l'ordonnateur et le comptable, c'est pour parler un peu de la séparation des rôles. Bon, ça peut rentrer un peu dedans. Mais il y a une structure qui a parlé, je ne sais pas où, transparence, est-ce qu'il n'y a pas une carte? Ou bien c'est dans ma tête que je me suis dit qu'ils ont dit. Parce que j'ai parcouru les groupes. J'ai vu, clarté, non, je ne vois pas. Le principe fondamental de l'exécution des ressources financières, des ressources FED, je ne l'ai pas retrouvé. Qui va me dire ça? Le principe fondamental. Ou bien je désigne. Il ne faut pas dire que je suis ou bien triste. Je vais désigner. J'ai l'impression qu'il y a madame qui veut me dire quelque chose. Oui? Madame. Il y a le principe fondamental que je ne retrouve pas là. Vous ne voyez pas encore? Oui, allez-y. Je ne vois pas tout le truc là, ça. Oui, allez-y. Le principe fondamental, ce n'est pas encore le conflit d'intérêts. La traçabilité, une bonne gestion. Pas encore ça. Le principe fondamental des exécutions des ressources financières, c'est la bonne gestion. Le principe de bonne gestion financière. Simplement. La bonne gestion financière. Simplement. Hein? Le principe d'exécution. Nous avons le principe de la bonne gestion financière. Voilà. Et la bonne gestion financière fait appel à quelle notion et quelle notion, s'il vous plaît? Paf, c'est parti, le groupe 3.
Le groupe 3. Ah, personne ne me regarde. Oui, allez-y, monsieur. Il y a l'addition. Bonne gestion financière. On veut utiliser l'argent là. On va faire comment? Ce n'est pas encore redevabilité. Pardon? Une gestion efficiente. Et efficace. Voilà. Le principe de l'exécution des ressources du Fonds européen, c'est le principe principal que nous allons voir ici, sur lequel nous allons nous attarder et qui va nous permettre de bien gérer les fonds. C'est le principe de bonne gestion financière qui fait appel à 3 notions: le principe d'économie, le principe d'efficience et le principe d'efficacité. Voilà les 3 notions. Économie. Le principe d'économie prescrit que les moyens mis à disposition en vue de la réalisation de nos différentes actions, que ces fonds mis à la disposition soient rendus disponibles et à temps utile. D'accord? Disponibles et à temps utile. Dans les quantités et les qualités appropriées et au meilleur prix. Vous avez vu? C'est affiché au tableau. Économie. Il faut que les fonds soient disponibles à temps. Nous voulons mener une action, c'est planifié, mais nous n'avons pas prévu les fonds en même temps. Ça, ce n'est pas un bon principe d'économie. Ce n'est pas un bon principe, j'allais dire, d'économie. Donc, il faut respecter le principe d'économie en mettant les fonds à disposition de nos communautés à temps. Voilà, on veut faire une formation. On n'a pas prévu comment faire pour le budget, et à quel moment il faut prendre le budget. Les gens doivent, je ne sais pas, il y a des structures qui ont des trucs d'agriculture. Les gens vont cultiver à un temps T, la période de saison et autres, là, il faut les gâter pour que l'argent soit disponible pour être mis à disposition de nos cibles à temps pour leur permettre de faire les trucs culture et autres là. Maintenant, si c'est à la fin de la saison, par exemple, un projet qui veut rentrer dans ce domaine-là, ça va mettre à disposition les fonds, les maïs et autres là qui vont être là-bas, vont mourir là-bas, ne vont pas sortir. C'est juste un exemple pour vous permettre de savoir qu'on doit faire tout possible pour mettre les fonds à disposition, pour permettre à ceux qui vont mener les actions de mener conformément à ce qui est planifié. Donc voilà les 3 principes, les 3 notions qui sont dans l'économie. Il faut mettre à disposition les fonds à temps utile, dans les quantités, les qualités et appropriées et au meilleur prix. Le meilleur prix, c'est très important dans la notion d'économie. Si tu veux faire économie là, il ne faut pas aller acheter ce qu'on achète à 500 francs là, il ne faut pas acheter quelque part où c'est 1000 francs. Tu ne fais pas d'économie dans le cadre de ce que tu fais. Ce sont des notions terre à terre que nous avons de l'habitude de faire, mais nous sommes en train de revenir dessus pour nous permettre de savoir que c'est très important d'appliquer toujours ces notions. Parce que dans la foulée des actions, parfois, on ignore certaines notions et on fonce seulement. Et puis après, ce sont les auditeurs qui viennent et ils tapent dessus. Ça peut aller. Voilà, le deuxième principe que nous appelons principe d'efficience vise le meilleur rapport entre les moyens mis à disposition et les résultats obtenus. On doit donner par exemple quelques, je ne sais pas, quel exemple je vais prendre maintenant. On doit mettre à disposition des moyens pour mener des activités. Ici, par exemple, on doit vous donner des clés, on doit vous donner des trucs, des documents pour le faire, mais on n'achète pas tout. Je n'ai pas dit que nous allons faire ça. Je suis juste en train de donner des exemples. On n'achète pas tout, on ne donne pas tout ce qu'il faut comme élément pour permettre la réalisation effective de l'action et on dit que l'action n'a qu'à être menée. Dans ce cas, on ne va pas atteindre les objectifs. Oui ou non? Ou bien non, oui. Voilà. Donc, c'est un peu ce que ça veut dire. Il faudrait que les rapports entre les moyens que nous mettons à la disposition, et je suis sûr que nos budgets respectifs ont été faits de cette manière, et nous maintenant, dans l'application, nous allons essayer de respecter ce principe aussi pour aller de l'avant. Maintenant, le principe d'efficacité vise l'atteinte des objectifs spécifiques et l'obtention des résultats escomptés. Donc, les objectifs que nous voulons mener là, nous devons tout faire pour que les actions que nous allons mener nous amènent, nous conduisent vers ces objectifs spécifiques
Donc, pour mener une activité, il faut comment nous allons le mener, c'est important. Il y a plusieurs manières de mener des activités pour atteindre les objectifs. Mais si nous n'avons pas des règles pour la mise en œuvre de nos actions, des règles propres, spécifiques à la mise en œuvre de certaines actions, nous allons commencer par mener les actions, mais la méthodologie que nous avons adoptée pour y aller ne va pas nous permettre d'atteindre les objectifs que nous sommes fixés. Cela veut dire qu'il faut toujours, par rapport à chaque activité, planifier ce qu'on veut faire, dire comment, la planification est très importante, comment nous allons le faire, parce que nous savons que ce que nous voulons comme objectif, ce n'est pas. Le résultat que nous voulons, c'est déjà là, nous savons. Comment maintenant le faire là, il va falloir que nous décrivions tout ça là, pour réellement s'attendre à ce que ça nous amène vers ces résultats-là. Ça peut aller. Voilà un peu le principe fondamental que nous allons utiliser tout au long de la mise en œuvre de nos projets. Si nous passons outre ces principes, nous allons faire quelques gaffes. Qui n'est pas d'accord avec moi? Tout le monde, c'est bon? Ça peut aller. Donc on va nous dire quels sont les principes que nous allons faire, tenir comme notre Bible pour exécuter le projet jusqu'à la fin. Il faudrait que nous ayons une idée. Le principe fondamental, c'est le principe de bonne gestion financière et qui fait appel à 3 notions, l'économie, l'efficience et la... Très bien, un bon pour vous-même. Ok, voilà de façon ramassée tout ce que nous avons à dire sur une partie du premier module que nous venons de finir. Et je vais conclure pour dire, nous allons mener des activités. Nous allons appliquer le principe de bonne gestion financière. Tout ça là, c'est bon, nous allons le faire. Mais pour le savoir, j'ai commencé une activité au départ, je suis comme ça. J'ai commencé seulement. Et puis je vais finir peut-être dans un mois, 1 an et demi. Comment ça va se passer? J'ai commencé les activités et puis j'ai fini. Vous voyez, ce que je voudrais dire par là, au départ déjà, il faut savoir là où nous sommes. En mettant tout en œuvre, toutes les pratiques en œuvre, en mettant toutes les méthodologies qu'il faut, en appliquant la procédure de bonne gestion financière, tout ça, ça va nous amener à un autre résultat, à un temps T. C'est pour dire qu'au départ, il faut que nous fassions une évaluation de notre action et savoir où est-ce que nous sommes au moment où nous voulons commencer par faire le travail. Et quand nous allons commencer par faire le travail, quand je dis travail, la mise en œuvre de ce que nous avons prévu dans nos contrats, quand nous allons commencer par faire ça, ça va nous amener à un autre point où nous allons encore évaluer pour dire qu'est-ce que nous avons pu réaliser. Est-ce que concrètement nous avons atteint les objectifs? Donc il faut une évaluation ex-ante et une autre évaluation ex-post pour nous permettre d'évaluer ce que concrètement ça a donné, l'action que nous avons menée. Qui n'est pas d'accord avec moi pour ce que je viens de dire? Tout le monde est d'accord? Vous êtes d'accord? Et nous avons tous compris que ce que nous sommes en train de dire ici maintenant, c'est un plus à ce que nous avons l'habitude de faire. Oui ou non? Avec les procédures de l'Union européenne, là, on fait les choses on fait bien les choses. C'est-à-dire, si tu as une habitude qui est bien là, il faut essayer de le faire encore plus pour ne pas avoir de problème. Parce que parfois, bon, nous on travaille avec beaucoup de bailleurs, on a l'habitude de le faire, hein, et puis on oublie certaines choses, on passe dessus comme ça, mais c'est au contrôle qu'on a des difficultés. Et moi, je ne souhaiterais pas que quelqu'un dans la salle ici ait des coups non éligibles. Ça peut aller. Voilà, de façon ramassée, le module, les différentes notions que nous avons abordées en groupe. Cette notion, pour faire la bonne gestion, qui va beaucoup c'est naturel. Je vais rester dans les champs. Ok? Pour faire la bonne gestion financière, il faut mettre en pratique chacun dans ses habitudes. Pardon, il faut mettre en pratique dans ses habitudes un système de contrôle interne. Oui ou non? On veut la bonne gestion financière, ça fait appel aussi à la notion de contrôle interne. D'accord? Donc nous allons aborder ce volet aussi en groupe de travail. Nous allons réfléchir un peu. Et chaque porteur de projet va, en fonction de ce que nous allons vous remettre maintenant, chaque porteur de projet va évaluer sa structure en matière de contrôle interne. Quelles sont les dispositions que nous avons prises
pour dire que nous allons pouvoir faire une bonne gestion financière. Parce qu'il faut partir d'un document pour parler de bonne gestion financière. Donc nous allons, dans les groupes de travail maintenant, vous donner une liste de contrôle. Et on est là maintenant, nous allons voir un peu par rapport à notre projet. Et quand je dis groupe maintenant, ce n'est plus groupe, c'est équipe. Et quand je dis équipe, c'est quoi déjà? Pardon, très bien. C'est le comptable et le coordonnateur. Donc on va rester 2 à 2, prendre la liste de contrôle qu'on va nous remettre maintenant et nous allons cocher pour voir à peu près le niveau où nous en sommes par rapport à la mise en œuvre, à la mise en place d'un système de contrôle interne dans nos différentes organisations. Ok? Donc, je vais distribuer les fiches. C'est un exercice que nous allons continuer après une fois de retour. D'accord? Même si vous n'avez pas fini, au moins vous avez déjà une idée de ce que nous voulons en vous distribuant ces grilles d'évaluation sur le contrôle interne mis en place par chaque structure. Ok? Donc nous allons... Je peux aller? Voilà. Donc chaque structure a essayé d'évaluer à travers ces différents critères son système de contrôle interne. D'accord? Donc je vais demander aux structures qui veulent nous donner un peu l'idée de ce qu'ils ont constaté comme point d'amélioration par rapport à cette grille sur le système de contrôle interne qu'ils ont mis en place. S'il n'y a pas de volontaires, j'ai choisi. Or, je préfère les volontaires. Quelle est la structure qui peut nous dire par rapport à tout ce qu'il a fait comme évaluation, en tenant compte bien sûr des critères, qui veut nous donner, en tout cas nous dire comment ça s'est passé, comment ils se sont, la structure s'est sentie, bien ces structures-là se sont senties en faisant l'évaluation. Je veux des volontaires pour me donner juste leur appréhension de ce qu'ils ont fait, l'appréciation qu'ils ont fait en cochant ces critères-là de leur structure. Parce que nous venons de dire que la bonne gestion financière veut qu'il y ait la mise en place de systèmes de contrôle interne, qui est un élément très fondamental dans la gestion de ce que nous faisons. C'est quelle structure déjà? Adam Nord. Donc tout le monde écoute Adam Nord qui veut nous donner une idée de ce qu'ils ont trouvé comme résultat. À mon avis, c'est sous forme d'auto-évaluation par rapport à cet exercice. Donc ça nous a permis de nous évaluer et de voir là où on a des faiblesses, là où on n'a pas prévu des choses pour pouvoir vraiment gérer une activité. Ok. Voilà ce que Adam Nord a dit. Est-ce que Adam Nord, en faisant cet exercice, peut se donner déjà une note par rapport à son système de contrôle interne? Adam Nord n'a pas encore fini. Non, l'étape quand même que vous êtes maintenant, si c'est 20 questions, Oui. sur combien vous avez trouvé oui, vous pouvez déjà nous dire, ah, nous on est trop fort dans la mise en place de notre système de contrôle interne. Non, nous franchement on n'a pas du tout le niveau. Non, on est moyen. Oui, on est moyen. Il faut le dire franchement, parce que parce que si on récupère et que c'est à nous de noter, je crois que le moyen là va devenir autre chose. Oui. Non. Voilà. Merci régisseur. C'est pas pour savoir si on va donner de l'argent ou pas à quelqu'un, je vous en prie. Loin de là. C'est juste vous amener à avoir les bonnes pratiques. C'est tout. Ok. Je vous donne 3, 5 ou 6. Je vous en prie. Merci Adam. Merci. Si c'est bon. Merci Adam. Autre structure.
Nous allons prendre encore quelques 4 structures. Oui, Social Watch. Social Watch déjà peut nous dire, au moins, voilà, on veut voir comment Social Watch se retrouve dans ces critères par rapport à la maison. Si on va nous donner une notion de bien, il y a quelques points que l'on n'a pas, c'est à améliorer ces mises en place, mais ça, on ne le suit pas rigoureusement. Donc, ok. Je vous ajoute pour dire que nous, on va repasser dans les 3 jours qui viennent pour vous évaluer nous-mêmes. Hein. Donc, notez, les Social Watch a dit qu'ils sont bien. D'accord. Nous allons venir évaluer pour voir si c'est le bien est vraiment bien. Voilà. Une autre structure pour nous dire les points d'amélioration, pour ne pas dire faiblesse qu'il a constaté par rapport à sa structure. Donc, par rapport à Convergence Bénin, nous aurons amélioré le point intitulé gestion des risques. Parce que dans notre système de contrôle interne, on n'a pas prévu des actions concernant la gestion des risques. Donc, ce point sera amélioré à notre niveau. Ok. Une autre structure, je vais juste une structure pour clôturer. Une autre structure dans le groupe, le deuxième groupe. Juste une structure pour nous dire ce qu'il en est. Voilà. Bon, il faut dire qu'on n'a pas fini, hein, mais on se retrouve parfaitement dans tout ce que le programme de projet là. C'est vrai qu'il y a des détails, vrai qu'on n'arrive pas à le faire tel que c'est mis. Parce que on subit déjà beaucoup d'outils. Les partenaires disent beaucoup de choses, donc on a obligé vraiment à nous conformer à beaucoup de choses. Mais il est toujours à améliorer. Voilà. Ok, merci Alcré. Donc, pour conclure, j'allais dire que chaque structure a déjà vu le niveau de son système de contrôle interne qu'il a mis en place et qui peut-être ne l'amène pas à faire une bonne gestion financière ou bien plus ou moins cette structure arrive à s'en sortir par rapport à la bonne gestion financière dont nous venons de parler tout à l'heure. Donc, par rapport à ces points d'amélioration que chaque structure a, vous allez continuer l'exercice dès que vous serez de retour pour pouvoir améliorer davantage votre système de contrôle interne pour pouvoir atteindre la bonne gestion financière dont nous vous parlons. Donc, je vous remercie. Un banc pour vous tous. Super. Maintenant, nous allons parler des différents acteurs de la gestion de subventions. Quels sont les différents acteurs qui interviennent dans vos subventions? Qui veut parler? Premier. Intervenez, pêle-mêle, c'est des échanges. Les différents acteurs qu'on retrouve dans vos différents projets. Madame? Oui, je pourrais dire que nous avons 2 co-demandeurs et 4 affiliés. 2 co-demandeurs et 4 affiliés. 2 co-demandeurs et 4 affiliés. Mais vous avez laissé vous-même. Nous sommes les demandeurs. Le chef, voilà. Voilà. Nous avons le partenaire financier technique, partenaire technique et financier. Nous avons le groupe cible. Oui. En dehors de ce que madame a cité, le chef de file, les co-demandeurs. Oui. Nous avons les partenaires techniques et financiers. Nous avons le groupe, les bénéficiaires finaux, le groupe cible. Je reprécise la question. Les acteurs qui vont intervenir dans la gestion de la subvention. C'est tous les acteurs qui interviennent que nous sommes en train de citer comme ça. Mais ceux qui vont intervenir principalement dans la gestion, elle a parlé du chef de file, elle a parlé des co-demandeurs. Nous avons l'équipe de gestion du projet. Oui, de façon globale. Oui. Je vous suis. Qui veut parler encore par rapport aux acteurs?
nous avons principalement 3 acteurs. 3 acteurs qui interviennent dans la gestion de nos projets. D'accord? Nous avons le demandeur chef de file, nous avons le co-demandeur et nous avons nous-mêmes, le demandeur chef de file et le co-demandeur font un. Nous avons nous-mêmes le comptable et le coordonnateur même de l'action. Ça peut aller? Ça, là, ça. Je mesure 1. Oui. Le chef de file et le co-demandeur, tous ceux qui sont là à la fin, un acteur. Et après l'équipe de projet. Et après, l'équipe de projet, bon. Oui, oui, les responsables même de la gestion même. Ceux qui gèrent même, c'est le comptable et le chef projet. Le comptable et le chef projet sont les gestionnaires même de l'action, oui ou non? Les autres, c'est les accompagnateurs techniques et autres qui vont nous amener avec. Mais quand on dit gestion, même là, hein? On va donc, comme je le disais, les acteurs principaux de la gestion de la subvention de nos respectifs subventions, c'est le chef de file. Et le chef de file avec les associés. Le chef de file, lui, il est responsable de la subvention. Comment dirais-je? Comme on l'a dit, chef de file. Donc, même s'il y a autre associé, s'il y a autre co-demandeur et autres là, c'est lui le chef de file, c'est lui qui répond. D'accord? Les 3 acteurs que nous voulons considérer ici, c'est les gens qui sont dans la gestion même. Le coordonnateur, le comptable et le chef de file qui répond des autres. Si nous prenons le chef de file, nous prenons en compte déjà les autres qui sont les co-demandeurs et les entités affiliées dont nous parlons. Vous comprenez? Donc, les acteurs principaux de la gestion de la subvention, c'est le chef de file, y compris ses associés, ses co-demandeurs et les entités légales. Et maintenant, le coordonnateur même de la structure. Les autres équipes, c'est quelqu'un qui coordonne l'action même. Les autres membres de l'équipe ne sont pas directement les gestionnaires. Eux, ils accompagnent les gestionnaires à réaliser l'action qui est mise dans le document. Je n'ai pas dit les différentes parties prenantes qui sont impliquées dans la mise en œuvre de notre action. J'ai dit les responsables, les acteurs qui sont les acteurs clés dans la mise en œuvre, dans la gestion même de notre projet. Et quand on dit gestion, que ce soit technique ou financier, c'est la gestion, mais c'est eux qui portent. Le comptable porte le côté financier, le coordonnateur lui porte les deux en même temps. Voilà, donc ce sont ces 3 acteurs-là que nous devons avoir amenés. Et ce sont ces 3 acteurs qui doivent amener les autres acteurs à faire ce que le contrat nous exige en matière de contractualisation. Ça peut aller. Donc, le chef de file, on l'a déjà toujours dit, on l'a déjà dit tout à l'heure, le chef de file, il est responsable de l'action. Je reprécise, il est responsable de l'action. Et il répond de l'action au nom des autres co-demandeurs et entités affiliées. Donc, tout ce qui va se passer dans le cadre de la gestion de ce projet, c'est lui qui rencontre, c'est lui qui amène les autres à le faire, c'est lui qui conduit les autres vers les objectifs qu'on s'est assignés et c'est lui qui est responsable de la gestion. Si les autres entités affiliées ou co-demandeurs agissent mal, c'est sous sa responsabilité. Donc, c'est à lui de mettre tout en place pour amener les autres à réagir et à faire les choses comme les contrats le disent. Et quand l'information n'est pas partagée, quand je suis chef de file, je cache peut-être certains documents et l'entité ne voit pas dedans, l'entité va faire autre chose et je vais lui dire de me rendre compte pour que moi je me rende compte, là ça va être compliqué.
On est tous d'accord. Maintenant, je vais demander au coordonnateur et au comptable, au coordonnateur d'abord, de nous dire quelles sont les obligations d'un coordonnateur d'abord et on va passer au comptable. En tant que comptable, en tant que coordonnateur, quelles sont vos obligations? Vous qui gérez, je ne parle pas de chef de bénéficiaire, chef de file. Le chef de file, on a déjà dit, c'est la structure mais qui est chef de file. C'est ça on vient de dire, avec tous ceux qui sont avec lui. C'est le chef de file, ça. C'est lui, dans vos contrats, on appelle le coordinateur. On se comprend? C'est eux qui coordonnent l'action au nom des autres entités et d'autres co-demandeurs. Ça, c'est le chef de file. Mais le coordonnateur, c'est celui qui est désigné pour gérer le projet. D'accord? Et le comptable, c'est celui ou celle qui est recruté pour gérer le côté financier. Voilà. Donc, vous allez nous dire, en tant que coordonnateur du projet, gestionnaire de projet, d'accord? En tant que coordonnateur de projet, moi, je suis coordonnateur de projet, je suis responsable de projet et c'est ceux-là que nous avons invité ici aujourd'hui. Vous allez prendre la parole en tant que coordonnateur de chef projet pour nous dire quelles sont vos responsabilités en tant que le poste que vous occupez dans le projet. Ou bien je ne me fais pas comprendre. Tout le monde parle. Maintenant, c'est tout le monde qui va parler. Prenez la parole. Père-mère, vous levez le doigt et vous dites un peu ce que vous avez comme rôle et responsabilité vis-à-vis de ce qu'on vous a dit. Ce pourquoi on vous a recruté. Les coordonnateurs à l'honneur. On ne met pas quelqu'un à l'honneur et puis on ne le voit pas. Hein. Quand je suis à l'honneur, je me pointe. Quelqu'un dit un peu, les autres vont compléter, ainsi de suite. Ah, c'est ce que je crois. Voilà. Bah oui. Le coordonnateur, à mon avis, garantit d'abord la bonne exécution des activités du projet. Les autres membres de l'équipe de gestion du projet sont sous sa responsabilité. C'est à lui que les autres membres de l'équipe de gestion doivent rendre compte. Et au besoin, le coordonnateur doit être en quelque sorte le répondant du chef de file vis-à-vis des personnes par exemple. En tout cas, il suit rigoureusement le projet dans toutes ses dimensions et il rend compte aussi pour se mettre de parole. Merci Fawe. Voilà ce que Fawe a dit. S'il y a des compléments, oui. Dans le cadre de notre projet, le coordonnateur doit assurer s'assurer du bon fonctionnement des relations entre, par exemple, les cours locaux, parce que nous avons les cours locaux chez nous, et les responsables administratifs et financiers. Le coordonnateur doit également rendre compte de façon périodique à l'équipe de pilotage. Le coordonnateur doit également faire le suivi des décaissements, c'est-à-dire suivi des sorties de fonds et autoriser les décaissements. Donc, le coordonnateur doit en quelque sorte être au courant de tout ce qui se passe au niveau de la gestion du projet, que ce soit sur le plan administratif. Il doit participer également au niveau de la rédaction des rapports pour s'assurer de ce que ces rapports sont faits en suivant le calendrier du partenaire. Donc, on doit faire aussi de même au niveau des rapports financiers et en quelque sorte le coordonnateur est responsable de tout. Merci. C'est quelle structure déjà? SOS Civisme, merci. Donc, Fawe a dit, SOS Civisme a complété. Est-ce qu'il y a encore autre chose à compléter?
Mythico, oui, merci. Le coordonnateur doit notamment aider les consultants lors du passage pour les évaluations finales et à mi-parcours et finales. Il doit notamment mettre à la disposition des différents documents qui seront. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres rajouts? Voilà. C'est la solution. Le coordonnateur doit veiller à la coordination des activités du terrain. Le coordonnateur doit pouvoir renforcer les capacités des animateurs du terrain. Il doit pouvoir sur les activités, il doit pouvoir les évaluer. Ok, merci. La SOLG. Donc, chaque structure a dit de façon détaillée, ce n'est plus global, de façon détaillée ce que le coordonnateur doit faire. Le coordonnateur, c'est lui qui est responsable de la coordination de tout ce qui va se faire au niveau du projet. C'est lui qui planifie les activités avec les équipes, c'est lui qui amène les autres à mettre en œuvre les activités, c'est lui qui suit les procédures, veille au respect des procédures, c'est lui qui co-signe les chèques, les ordres de virement, les bons de commande avec le comptable, ils font la co-signature avec le comptable, c'est lui qui répond de la bonne gestion, ils amènent tout le monde à la bonne gestion des fonds qui sont alloués à la structure, c'est lui qui fait tout, donc tout est sous sa tête. Mais lui, il a l'obligation de rendre compte au coordinateur qui est le chef de file, qui est les structures différentes. Puisque les chefs de file ont comme un conseil d'administration, ils ont signé ça. On l'a nommé, il a été recruté pour faire le travail, mais il est responsable de compte rendu à ces structures qui sont les bénéficiaires, mais à qui il doit rendre compte régulièrement. Donc, tout ce que vous avez dit comme rôle et responsabilité du coordinateur, voilà, de façon qu'il est dans la partie financière, dans la gestion financière, il est dans la gestion technique, le management de l'équipe sur le terrain, tout ça, ça incombe au coordonnateur ou chef de projet que nous sommes. Tout le monde est convaincu de ça? Oui ou non? Oui. Non, oui ou non, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Même si vous ne voulez pas parler là, je veux les doigts en l'air et puis je suis satisfaite. Voilà. Donc, s'il n'y a plus autre chose à ajouter aux responsabilités du coordonnateur, qui déjà vous avez tout dit, on va demander aux comptables leur rôle et responsabilité dans la gestion du projet. Les comptables, quelqu'un dit un peu, l'autre ajoute, puis ça fait le tout. Le comptable doit faire le suivi budgétaire, doit veiller au respect des lignes budgétaires et doit rendre compte au coordonnateur. Oui, c'est la structure AMAF Bénin qui vient compléter ce que. Quelle structure? Le comptable va présenter des rapports financiers périodiques. Oui. Quoi encore, oui? Le comptable doit s'assurer que la comptabilité du projet est terminée à jour. Il doit également s'assurer du bon placement des pièces. Merci. Quoi encore? Les comptables. S'il y a des rajouts, il faut donner. Voilà, le comptable va co-signer également les chèques. Oui. Le comptable doit aussi préparer tout document pour les audits et les suivis évaluations. Voilà. Voilà. Donc, le comptable est responsable de la gestion financière au même titre que le coordonnateur. Mais le comptable veille plus au respect des lignes budgétaires qui sont inscrites sur les budgets respectifs. Hein? Parce que sur le plan technique, on peut dire on va faire ci, on va faire ci, de telle manière. C'est au comptable de dire à cette manière-là, c'est pas ça, on a bien. Il faut compléter de l'eau. Par exemple, ici, il faut qu'on donne de l'eau à chaque truc là. On n'a pas prévu. On s'est rendu compte qu'il faut quand même mettre à disposition l'eau et on fait. Parfois, si vous faites, c'est de vos poches que vous allez payer. Donc, c'est le comptable qui veille au respect des décaissements du budget de chaque activité. Et quand c'est fait de cette manière sur le terrain, on essaye de respecter au maximum. Bon,
ce qu'on a dit dans le budget, la manière dont on veut dépenser les sous. Hein? Il faut de temps en temps attirer l'attention des responsables, des techniques, j'allais dire. Les techniques, là, il faut attirer l'attention sur les choses au fur et à mesure et de démontrer que non, en faisant de telle manière, on passe déjà sur la ligne, on dépasse déjà les lignes budgétaires, ainsi de suite. Donc, ils veillent au respect de la réalisation du budget même. D'accord? En plus de tout ce que vous avez dit, c'est ce que je vais ajouter. Il co-signe naturellement avec le coordonnateur. Nous avons des imprévus. Mais... Pardon? C'est obligatoire, voilà, on vous porte en même temps l'information pour ceux qui ne sont pas sur les procédures FED, la gestion du fonds FED là. Il y a un coordonnateur et un comptable qui sont co-signataires des comptes qui sont ouverts déjà. S'il y a des comptables qui n'ont pas encore apposé leur signature parce qu'ils n'étaient pas là au départ, on les a recrutés nouvellement, ces comptables doivent partir avec les responsables pour aller mettre leur signature au niveau des banques, sur le compte de la structure qui veut abriter les fonds des projets que vous avez reçus. Donc les subventions vous ont été octroyées. C'est obligatoire chez nous. Ok, on a déjà informé le comptable, oui. Mais si par exemple, dans nos procédures, c'est pas comme ça, comment c'est pas. La procédure qui ne dit pas ça là, la procédure va essayer la procédure va essayer de rentrer un peu dans notre jeu pour nous faciliter la tâche. Les responsables, peut-être que les coordinateurs ne sont pas tous coordonnateurs de projet ici. C'est-à-dire, je parle de... Ok. Le régisseur veut dire un mot. Merci. Je voudrais juste... Sur cette question, je vais prendre la parole quelques minutes pour vous dire que il y a, comme on l'a dit, les gestions de procédure. Vous ne pouvez pas gérer de l'argent et aller devant peut-être pour la cliente ou le BEF sans avoir été celui qui a signé. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Les crimes économiques sont devenus imprescriptibles, non? Les fonds que vous avez à gérer sont des fonds qui sont sous la responsabilité de l'État béninois. C'est pour ça que l'ONU avec nous est là. On a une gestion directe, donc c'est le ministre des Finances. C'est lui, le premier, qui vous dira attention, comment vous avez fait. Donc, si vous recrutez un comptable qui doit faire des factures pour format de ceci et ainsi de suite, et qui doit liquider les dépenses, il faut que sa responsabilité soit engagée. Voilà, vous gérez l'argent, vous faites des rapports financiers, et quelqu'un qui va là-bas, et il sort l'argent. Même, vous n'avez pas fui de ce projet-là. Et vous faites signer. Maintenant, il faut que vous vous assurez, c'est vous qui êtes dans la formation ici. C'est vous qui savez comment on engage les fonds. Donc, il est forcément important que la responsabilité et du comptable et du responsable de projet, même de la structure, soit engagée. Donc, pour le comptable, c'est obligatoire. Mais ce n'est pas un problème. Il y a déjà des mécanismes internes, des procédures au niveau des structures. Pour ces comptes, il va falloir seulement, on ne va pas enlever les signatures des autres, les grands chefs là, non. Mais c'est qu'il faut que la signature du comptable soit vraiment sur le compte. D'accord? Ok, je voudrais juste vous le dire. Ça ne change pas vos procédures, mais il faut forcément ça. Maintenant, s'il y a des spécificités, n'hésitez pas à aller nous voir, nous poser le problème pour qu'on analyse avec la régie comment est-ce qu'on procède pour qu'on ne passe pas trop en torse à vos procédures internes tout en conservant aussi la bonne pratique que nous avons au niveau du programme. Ça peut aller? N'oubliez pas, hein, il y a le BEF, il y a la... Voilà, chers participants. Client qui cherche participant, qui cherche client là, je ne crois pas que nous on va rester dans ce jeu là. Hein. En tout cas, je suis rassurée que les participants ici ne vont pas vouloir être clients. Donc voilà de façon ramassée ce que nous avons à dire sur le module 1. Oui. Bon. Par rapport. Elle, c'est que c'est le coordinateur et la comptable qui doivent co-signer les choses. Et je suis en train de vous expliquer que ce que j'ai entendu, c'est le comptable
et le coordonnateur qui doivent co-signer. Et non le coordinateur et Ok, c'est sa préoccupation. Vous savez, il y a des cas spécifiques où il y a des structures qui n'aiment pas laisser la main. C'est ça, hein? C'est de ça que tu parles. Mais ce sont des cas spécifiques où l'ordonnateur même, avec le comptable, veut mettre leur signature sur sur le compte du projet. Beaucoup de structures ont déjà envoyé leurs trucs. Je crois que c'est des cas 1 ou 2 comme ça que nous avons. Ça peut aller. Les structures ont déjà envoyé leur truc. Ils ont déjà envoyé leur RIB avec les fiches signalétiques. On sait déjà qui veut faire quoi. On sait déjà. Aujourd'hui, maintenant, là, il y a plus de problème par rapport à ça. On a déjà réglé avec les coordinateurs. Ça peut aller. C'est déjà réglé ce cas-là. Tout le monde a déjà envoyé. Qui n'a pas envoyé encore le scientifique financier? Il y a une structure qui n'a pas encore envoyé le signalétique financier. Parce qu'on a dit, l'ordonnateur peut signer avec le comptable. Nous avons dit ça. Mais le coordonnateur, l'ordonnateur, c'est le responsable de la structure, ce n'est pas le chef projet obligatoirement. C'est ce que je voulais vous faire comprendre. Et c'est des cas spécifiques que nous avons. Et sinon, pour la plupart, ils sont en même temps ordonnateurs, ils sont en même temps coordonnateurs. Est-ce que vous me suivez? Pour la plupart, ils sont en même temps ordonnateurs, ils sont en même temps coordonnateurs de projet. Vous comprenez maintenant? Oui. Ça répond à la préoccupation de madame. Si j'ai l'impression. Ah, d'accord, ok. Donc, c'est sa préoccupation. Donc, ce cas est déjà réglé. Il y a des ordonnateurs qui ont insisté à ce qu'ils soient en même temps signataires, mais il y a des ordonnateurs qui sont en même temps coordinateurs du projet et le problème est réglé. Donc, nous allons laisser la place au module 2 pour nous présenter rapidement et qu'on aille rapidement en travaux de groupe. Voilà.